Merci Thomas pour m'inviter à ce colloque. Et merci à mon collègue Hervé Gonzalez. Grâce à lui, vous aurez le plaisir, j'espère, d'une présentation en français et pas en anglais. Je vais parler aujourd'hui des reliefs monumentaux de Ramsès III à son temple funéraire à Medinet Habu. Notamment, on concentrera aux reliefs concernant la campagne contre le peuple de la mer. Les plus importantes sont les reliefs des batailles terrestres et maritimes. La bataille terrestre est bien connue. C'est bon. La bataille terrestre est bien connue pour les images de peuples de la mer qui sont représentés avec leurs femmes et enfants dans le char au bœuf. Et la bataille maritime est connue pour être la seule représentation d'une bataille navale et dans l'iconographie de l'Égypte ancienne. Ces reliefs ont été compris comme narrant l'arrivée d'une nouvelle population des îles de la mer Égée par mer et terre, avec leurs familles à la recherche d'une nouvelle terre. Ceux-ci se seraient installés dans la plaine côtière du sud de Canaan, connu plus tard comme le Philistie, le pays de la Philistie. Cette reconstruction est connue comme le paradigme philistin, qui définit le procès d'établissement de Philistine dans le Levant. Depuis plus d'un siècle, cette reconstruction a dominé la recherche, avec des implications importantes sur l'histoire de Levant à la fin de l'âge de bronze et au début de l'âge de fer. Il me semble toutefois que cette interprétation des reliefs est problématique dans la mesure où elle ne lie pas suffisamment les différentes icônes de ces reliefs dans le contexte du système sémantique de l'iconographie de l'Égypte ancienne. Les représentations visuelles dans l'art royal de l'Égypte ancienne et en fait dans le Proche-Orient sont presque toujours des images iconographiques. Néanmoins, comme Magritte l'a bien montré, l'image ne devrait pas être confondue avec l'objet lui-même. Ainsi, la représentation standard du pharaon, par exemple, ne dépeint pas le roi réel, mais plutôt l'image idéologique de sa jeunesse, de ses prouesses et de sa puissance. Bien évidemment, tous les rois égyptiens ne sont pas de jumeaux identiques, mais leur représentation véhicule toute la même idéologie par l'usage des icônes. L'icône est encore plus complexe, car elle utilise souvent une image qui symbolise quelque chose complètement différent. Pour comprendre le sens réel d'une icône, il faut d'abord se familiariser avec son contexte culturel. Sans cette démarche, un Mac serait juste une pomme. Les historiens du Proche-Orient ancien ont donc pour tâche de déchiffrer non seulement l'écriture de ces langues anciennes, mais aussi le langage iconographique de son art. Bien souvent, la reconstruction d'un événement historique important se base sur des images laissées par les anciens en commémoration de cet événement. Un bon exemple est le conflit entre l'Égypte et le peuple de la mer. Un conflit qui est perçu par la plupart des chercheurs comme ayant eu un effet considérable sur la fin de l'âge de bronze dans le Levant. Néanmoins, il semble que dans la reconstruction historique, ces reliefs étaient traités comme des annales visuelles, en ignorant leur aspect symbolique. Par ailleurs, il faut mentionner que de récentes découvertes archéologiques poussent aussi à mettre en question la validité de ce paradigme. 3 problèmes principaux se sont présentés. 1. Dans les sites archéologiques relatifs à l'ancienne Philistie, un écart stratigraphique entre les trouvailles philistines et égyptiennes suggère que les Philistines sont arrivés dans la plaine côtière du sud de Canaan après l'époque de Ramsès III. 2. La culture matérielle philistine s'est révélée être beaucoup plus diversifiée que celle de son origine supposée égéenne, incluant des éléments des cultures de Kilik, de Chypre et de Syrie.
un nouveau site philistine a été identifié, non pas en Philistie, mais dans le Levant Nord, dans la plaine d'Amouk. Dans ce qui suit, je procéderai à une analyse systématique des icônes de relief en question en le replaçant dans leur contexte culturel ancien. Je montrerai comment de nouvelles informations sur la localisation du conflit entre les Égyptiens et le peuple de la mer peuvent être tirées des reliefs et envisagées en lien avec les données archéologiques croissantes. Pour cela, il importe donc de connaître le langage iconographique des reliefs militaires de l'Égypte ancienne, en particulier à l'époque ramesside. Heureusement, le genre des reliefs de guerre était bien développé et il fournit à l'historien de l'art plusieurs possibilités de comparaison. Les reliefs de guerre ramessides sont généralement organisés dans un ordre prédéterminé des scènes. Ces scènes représentent non seulement le combat lui-même, mais également les activités précédant la guerre, comme la préparation et l'envoi du roi par la divinité, ainsi que les activités après la guerre, comme le retour en triomphe, la présentation du boutin aux dieux et d'autres rituels résultant de la campagne. L'archétype des images militaires ne détermine pas seulement la façon dont chaque scène est conçue, mais aussi l'ordre de la représentation sur l'architecture, créant un mouvement narratif à travers l'espace et le temps. Cette adhésion à une séquence stricte de scènes consécutives a permis aux chercheurs modernes de suivre la trame narrative des représentations non linéaires de diverses campagnes. Les reliefs de guerre de Ramsès III dans son temple funéraire à Medinet Habu sont ancrés dans ce genre, représentant ces campagnes contre le Nubien, les Libyens et le peuple de la mer, les Asiatiques et les Hittites, tout sous une même séquence narrative standardisée. Néanmoins, la campagne contre le peuple de la mer se distingue par certains aspects uniques, sans précédent dans les reliefs ramessides de guerre. Premièrement, les reliefs de la campagne contre le peuple de la mer constituent une série d'œuvres unifiées formant un ensemble artistique avec les reliefs de la première campagne libyenne, si bien que les deux événements sont en réalité présentés comme une seule et même campagne. Par conséquent, toute analyse des reliefs devrait inclure les 13 scènes qui composent les deux campagnes. Deuxièmement, la scène générique présentant le retour triomphal du roi en Égypte après la bataille est absente. Et 3. Deux scènes centrales, non attestées auparavant dans les reliefs de guerre, ont été ajoutées à la série. Le roi chassant des lions et le roi fournissant des armes et des équipements à son armée. En l'absence d'autres parallèles, on doit, pour déchiffrer le rôle de ces scènes uniques, dépendre de leur place particulière au sein de la séquence des reliefs qui décrivent la campagne contre le peuple de la mer. Cette séquence était définie par Anthony Spalinger comme un déplacement à travers l'espace, un voyage du roi qui commence à la maison et finit par y retourner. Ce mouvement est indiqué par un changement d'orientation du roi dans les différentes scènes d'une même série. Ainsi, dans les scènes de pré-bataille et de combat, le roi est face à la direction du départ, tandis que dans les scènes post-combat, le roi fait face à la direction opposée, souvent orientée vers un point d'entrée dans l'architecture. Cette structure fondamentale peut être suivie dans tous les reliefs ramessides. Le changement d'orientation du roi indique un déplacement entre les scènes. La scène qui marque un changement narratif et ramène le roi de ses campagnes est le retour en Égypte. Ce changement est exprimé par une nouvelle orientation du roi, opposée à la direction du champ de bataille. La scène de retour est donc un élément essentiel des images militaires, comme l'a démontré aussi Constance Heinz dans son enquête globale sur les reliefs de guerre ramessides. Cela est également vrai des reliefs de Ramsès III. Mis à part les reliefs de la campagne libyenne et des peuples de la mer, toutes les campagnes de peint à Medinet Habu et à Karnak présentent une scène de retour. Par conséquent, l'absence de la scène de retour dans cette série ne peut être expliquée par des raisons stylistiques. Cependant, une autre scène de retour est également courante
dans le relief ramesside de guerre. Il s'agit de la scène de la célébration de la victoire, qui suit la bataille proprement dite et initie un changement de direction avant même la scène du retour en Égypte. Ici, nous voyons souvent le roi déjà orienté vers la maison, bien que son char fasse encore face à la direction de l'ennemi et de la bataille. En ce qui concerne la séquence sur les Libyens et les peuples de la mer, ici sur la plaine, on peut distinguer 3 scènes dans lesquelles le roi change d'orientation alors que son char ne le fait pas. La scène de célébration après la bataille contre le Libyen, la scène de chasse au lion après la bataille terrestre et la scène de célébration après la bataille navale. Dans cette séquence, il est donc clair que la scène de chasse au lion a été située à la place réservée habituellement aux scènes de célébration. Comme les critiques se sont généralement concentrés sur les aspects symboliques de la scène plutôt que sur sa place dans la séquence, cet aspect de la chasse au lion, qui provoque un changement narratif, est jusqu'à présent passé inaperçu. Une analyse structurelle permet ainsi d'identifier la chasse au lion comme la scène qui amorce l'éloignement du roi par rapport au champ de bataille. Cette scène joue ainsi le rôle d'une célébration en utilisant le moyen générique d'un changement d'orientation de l'image du roi, combiné avec l'association courante entre la victoire sur les étrangers et la chasse aux animaux sauvages. Les déplacements indiqués par la scène de chasse au lion est accentué par la rangée de soldats qui marchent au fond de la scène. Cette interprétation de la chasse au lion a des implications importantes pour la reconstruction historique. Il est communément admis que les batailles terrestres et maritimes constituaient une attaque coordonnée, se produisant dans une proximité temporelle et géographique l'une de l'autre. Pourquoi donc une scène de célébration qui initie typiquement un changement d'endroit aurait-elle été insérée entre les 2 scènes, et pas seulement après les 2? Là encore, la réponse provient de l'examen de séquences similaires dans le relief ramesside de guerre. Une telle séparation artificielle était jugée nécessaire lorsque, malgré une apparence similaire de l'ennemi attaqué, l'artiste voulait exprimer une localisation différente pour 2 événements. Le changement de lieu était ainsi dépeint non pas en représentant une ethnie différente, mais en insérant une scène de changement d'orientation entre les 2 batailles menées contre la même ethnie. Par exemple, dans le relief de la campagne de Séti Ier contre le Chassu, une scène de changement d'orientation, à savoir une offrande d'hommage, a été insérée entre 2 scènes de bataille contre le Chassu, qui ont clairement eu lieu dans 2 endroits différents. La première, le long de route d'Oros, et la seconde à Paknan, Gaza. Le changement de paysage entre les 2 batailles, bien qu'il soit clairement indiqué à l'arrière-plan, nécessitait une scène intermédiaire pour créer le mouvement de l'un à l'autre. Ramsès II a également utilisé la même méthode dans ses campagnes asiatiques sculptées dans les temples d'Abydos, Amara et de Karnak. Les batailles contre le peuple de la mer ont dû poser des difficultés similaires, à savoir la nécessité de respecter les conventions des représentations de la même ethnie pour les 2 scènes de bataille, tout en niant une identité de lieu suggérée par la reprise du même ennemi. Un mouvement était donc nécessaire pour tenir compte du changement de lieu d'une bataille à la suivante. Par conséquent, la scène de la chasse au lion servait non seulement comme scène de célébration suite à la bataille terrestre, initiant un mouvement de retour à l'Égypte, mais également comme un diviseur exprimant un changement d'emplacement entre les 2 scènes de bataille, terrestre et maritime. Il s'agissait d'une nouvelle façon de distinguer des combats situés dans des lieux différents. Séti Ier a conçu de nouvelles scènes d'abattage d'arbres et d'offrandes d'hommage dans le même but, à savoir pour séparer des scènes de bataille consécutives prenant place dans 2 lieux différents.
À Medinat Habu, le concepteur de relief avait la possibilité d'insérer une autre scène de célébration, mais il a choisi une solution originale qui véhicule toutefois aussi l'idée de célébration, puisque le roi soumet à lui seul 3 lions, un pour chaque bataille en comptant la Libye. Cette solution introduit aussi le thème fondamental de retour en Égypte après une scène de bataille. Mais où ces deux différentes batailles ont-elles précisément eu lieu? Le texte écrit est mu à ce sujet. Nous devons donc, une fois de plus, nous tourner vers les indications iconographiques, notamment celles qui se trouvent dans la scène de la bataille terrestre. Typiquement, les scènes de bataille dans les reliefs ramessides de guerre suivent une composition rigide et une structure répétitive. La grande image du roi qui charge l'ennemi de son char ou à pied domine la composition. Les images de l'ennemi sont rassemblées face au roi dans plusieurs registres séquentiels. Dans le registre supérieur, les ennemis fouillant la charge du roi représentent la première étape de la bataille. Dans le registre intermédiaire, le roi charge les ranges des ennemis fouillants, les transformant en une masse de corps tombants. Enfin, dans le registre inférieur, les troupes du roi arrivent pour finir le travail. En règle générale, l'ennemi est représenté dans une panique chaotique d'impuissance, dans diverses positions de soumission, plutôt que réellement engagé dans le combat. La bataille contre le peuple de la mer suit à peu près les règles types de genre, mais elle a tout de même été vue comme unique par les chercheurs en raison des composants civils du relief, à savoir les femmes et les enfants dans des charrettes à bœuf. Ceux-ci ont été interprétés dans le sens d'une migration de nations. Cependant, comme les reliefs égyptiens ne sont pas destinés à transmettre une réalité, mais plutôt une idéologie, je vais proposer une analyse iconographique de ces éléments en les comparant avec des occurrences antérieures d'icônes similaires replacées dans leur contexte. Il est largement admis que dans le récit égyptien, le niveau technologique ou de civilisation de l'ennemi semble plus important que sa puissance. Le système iconique égyptien fournit ainsi des symboles indiquant immédiatement à l'observateur qui était l'ennemi et quel était son niveau supposé de civilisation. L'arrière-plan civil a très souvent été utilisé comme icône à cet effet. L'icône de la ville asiatique fortifiée en est un bon exemple. À l'époque de Ramsès III, une telle représentation ne nécessite pas le label asiatique. Elle était une icône qui ne pouvait jamais être confondue avec la Nubie ou Libye. Avec les femmes et les enfants qui ont été souvent représentés sur les murs de la ville, il s'agissait d'une icône de la civilisation urbaine en Asie, symbole parfait d'ethnicité et de sophistication rassemblés dans un simple motif. En comparaison, les Libyens n'ont jamais été représentés avec des femmes et des enfants, et les Nubiens l'ont été occasionnellement, ce qui reflète la vision très négative des Égyptiens sur ces nations. Par conséquent, les femmes et les enfants abondent dans presque toutes les scènes de bataille contre des villes en Asie, et ils ne représentent nullement une caractéristique spécifique de la lutte contre le peuple de la mer. Plus probablement, leur apparition dans la bataille terrestre témoigne du degré élevé d'organisation sociale que les Égyptiens attribuaient au peuple de la mer. C'était les enfants. Ouais. Dans cette icône symbolisant la complexité sociale, les détails de la ville fortifiée d'Asie ont été remplacés par les charrettes à bœuf, traitées dans la composition, tout comme les murs de la ville fortifiée. Deux parallélismes ressortent. Tout d'abord, la position des individus se penchant sur le bord de la charrette est similaire à l'ennemi qui est souvent représenté penché sur le mur de la ville. Deuxièmement, l'image des enfants qui se tient sur le bord de la charrette rappelle l'image familière du sacrifice d'enfants fait par les assiégés. Pour ceux qui sont familiers
avec l'archétype d'une civilisation urbaine anésie, l'utilisation de ce motif sur l'icône provoquerait immédiatement l'association avec la scène asiatique. Ce serait une indication de la nature urbaine de l'ennemi et de son association avec des localités d'Asie. Nous venons déjà de faire cette association en ce qui concerne l'apparence asiatique et hittite des femmes et des enfants dans le chariot. L'article de Asafias Urlandau et Deborah Sweeney. Le dernier détail à considérer dans cette icône complexe est le bœuf zébou. Une analyse antérieure présentait les zébus à bosse comme de bétail anatolien, ce qui indiquerait l'origine des assaillants. Cependant, en tant qu'icône dans les reliefs de guerre, les zébus à bosse sont placés uniquement dans des scènes de guerre syriennes et notamment dans les scènes de Kadesh. L'origine septentrionale des zébus à bosse est explicitement indiquée dans une inscription de la carrière de Massara représentant 3 bœufs à bosse traînant une grosse pierre. L'inscription stipule « La pierre a été traînée avec des bœufs que Sa Majesté a capturés dans ses victoires parmi les Fenrou, au nord ». Cela coïncide avec les études zoologiques qui identifient l'origine de zébus à bosse en Mésopotamie et dans la vallée de l'Indus. Les zébus à bosse sont donc considérés comme des icônes d'arrière-plan dans les scènes de guerre en Syrie. Les reliefs de combat répètent souvent l'utilisation de certaines images pour renforcer le cadre géographique, comme par exemple le cèdre en Syrie ou la flore de Nubie, etc. Puisque rien n'est accessoire dans l'art égyptien, il faut conclure que le zébu a été conçu pour indiquer l'emplacement de l'événement au nord de l'Empire égyptien. Conclusion. Après avoir traité des différents composants de relief, on peut maintenant lire l'ensemble avec les yeux des anciens. La grande inscription de la 5e année de Ramsès III rapporte les campagnes royales contre les Libyens et les peuples de la mer. Les reliefs monumentaux racontent une histoire similaire. Il commence avec l'apparition du roi devant le dieu Amon, qui lui ordonne de faire campagne contre les régions rebelles. Dans cette scène, le roi fait face au dieu. Il quitte alors le temple, monte son char, mobilise ses troupes et s'engage dans la bataille contre les Libyens. Dans toutes ces scènes, l'orientation du roi est dans la direction opposée à la scène d'ouverture, indiquant son mouvement d'éloignement par rapport à Amon et son temple. Une célébration de victoire sur l'ennemi libyen est alors dépeinte. Pour la première fois, l'orientation du roi change. Cela indique que sa campagne en Libye a pris fin. Le récit reprend avec le roi qui prend le rôle d'Amon et distribue des armes à ses troupes, ouvrant ainsi une deuxième campagne. Puis, pour la première fois dans la séquence, il est fait référence aux Philistins. Ensuite, l'armée marche à la guerre et la bataille est combattue. Les adversaires qui sont dépeints apparaissent pour la première fois dans le monde iconographique de l'Égypte ancienne. Les guerrières au casque de roseau n'étaient pas représentés dans les reliefs de guerre jusqu'à là. En tant que tels, ils ne présentent pas les conventions iconographiques qui permettraient aux spectateurs de relief de cerner rapidement leurs compétences technologiques, leur degré de civilisation et le cadre géographique. D'autres icônes, plus familières, sont donc placées dans la composition. Les femmes et les enfants, représentés selon les conventions iconographiques réservées pour les populations asiatiques, sont placés sur des chariots qui imitent l'icône de la ville asiatique fortifiée. Les zébus à bosse, caractéristiques des scènes syriennes, complètent les détails essentiels de l'arrière-plan. Le résultat est la représentation d'une bataille située quelque part dans le nord de Levant. Dans la scène suivante, la trame narrative change à nouveau. Il s'agit d'une chasse au lion, célébration symbolique de la victoire du roi sur ses ennemis,
mais le changement d'orientation du roi indique son mouvement vers le prochain épisode. Le mouvement est renforcé par des rangées de soldats en marche qui sont représentés juste au-dessus de la scène de chasse. Les rois et ses troupes arrivent face à leur prochain défi. Il s'agit d'une bataille navale. Les adversaires comprennent deux différents groupes, les guerriers au casque de roseau et les guerriers portant des casques à cornes. En dessous de la scène, deux registres dépeignent les prisonniers qui marchent. Le registre inférieur est constitué exclusivement de captifs au casque de roseau, comme c'est le cas dans la bataille terrestre, tandis que le registre supérieur présente les deux groupes, comme dans le cas de la bataille navale. Ceci correspond à la séparation spatiale à laquelle on peut s'attendre entre les deux batailles. Après cela, la trame narrative est de nouveau interrompue par la scène de célébration qui met un terme à l'épisode naval. La scène finale de la séquence est une scène de présentation. Le roi revient à Amon et lui présente deux registres de prisonniers. Des prisonniers au casque de roseau, désignés Sikila, dans l'étage supérieur, et des captifs libyens dans l'étage inférieur. Une courte liste de toponymes accompagne la scène de présentation. C'est ça. Outre le 9 arcs, elle est composée exclusivement de noms de lieux syriens. Une fois les reliefs de bataille de la campagne des peuples de la mer sont évalués selon le nombre d'utilisation des icônes égyptiennes, l'emplacement de la bataille terrestre au nord de l'Empire égyptien devient évident. Les icônes relatives au nord dans les reliefs sont les suivants. Les éboues à bosses qui apparaissent uniquement dans les représentations de champs de bataille syriennes, tels que Kadesh et Moutir, l'apparence asiatique et hittite des femmes dans le relief, le sacrifice d'un enfant, typique des campagnes asiatiques, ainsi que la position des civils sur des charrettes à bœuf qui imitent la scène des civils dans une ville fortifiée d'Asie. Jamais une seule de ces icônes n'est utilisée pour des campagnes dans le nord du Sinaï contre le chasseur. Elles sont en revanche régulièrement utilisées dans le cadre de campagnes dans l'extrême nord. Cette nouvelle analyse place donc la bataille terrestre quelque part dans l'intérieur des terres de la Syrie. La séquence narrative des reliefs suit le modèle égyptien qui indique le mouvement de la bataille sur terre à la bataille sur mer, en impliquant une localisation différente pour chacune d'elles. La bataille maritime n'a donc pas eu lieu en Syrie, mais plus probablement dans le delta du Nil, comme la plupart des chercheurs le pensent. En tenant compte des indications archéologiques qui suggèrent que les Philistins sont arrivés dans le Levant sud après le règne de Ramsès III, et aussi qu'un royaume philistin était établi au début de l'âge de fer dans le Levant nord, on peut maintenant proposer un nouveau paradigme. Les Philistins appartenant au peuple de la mer, des populations déplacées en provenance de diverses régions de l'Anatolie, de Kiliki, Chypre et la Syrie. Certains groupes en recherche de moyens de subsistance, ont attaqué les rives de la Méditerranée orientale au début du XIIe siècle avant notre ère. D'autres groupes ont été impliqués dans des affrontements dans l'intérieur de la Kiliki et de la Syrie, comme nous le savons d'après l'archive d'Ugarit. Les affrontements entre ces groupes et les Égyptiens ont commencé à la 5e année de Ramsès III, lorsque ces populations sont devenues une réelle menace aux frontières nord de l'Empire égyptien. Ces affrontements ont permis de maintenir l'Empire égyptien dans le Levant sous Ramsès III. Les peuples de la mer se sont arrêtés en Syrie et se sont installés dans le Levant nord. Ce n'est qu'après la perte de contrôle de l'Égypte sur Canaan que ces populations ont pu s'installer sur de nouvelles terres qui n'appartenaient supposément plus à personne. Ces nouvelles populations provenaient de colonies bien établies dans le Levant nord et ont apporté avec eux les traditions de Syrie et Kiliki, provoquant l'émergence de la culture philistine connue comme correspondant à la phase appelée Bikram.
Ainsi, l'histoire philistine, racontée au travers de prismes égyptiens, est beaucoup plus complexe et intrigante qu'on ne l'avait reconstruit précédemment. Ce paradigme révisé pourrait bien fournir une base pour de nouvelles recherches qui rendraient notamment mieux compte de données archéologiques. Merci.